Je me souviens de l'odeur du cuir grainé et du parfum au jasmin qui traînait encore dans la cabine du Gulfstream quand l'hôtesse m'a rendu sa bague, oubliée dans la coudoir. Et Léa riait 1 heure plus tôt sur le tarmac de Cannes, paresseuse au soleil, ses lunettes en écaille posées dans mes cheveux comme un geste de possession douce. Elle m'avait dit « Si je coupe, n'appelle personne ». Puis les turbines ont avalé nos paroles. À 18h42, son jet a disparu des radars entre Menton et La Spezia, une simple couture d'azur sur la Méditerranée. L'écran de suivi privé a figé un point blanc, comme une perle prise dans la gorge de la carte. J'ai senti la panique grimper, froide et méthodique, exactement comme elle m'avait appris à la déguiser. Les téléphones de la famille ont sonné en cascade, Monaco, Genève, Riyad. J'entendais des voix précises, sans adjectifs, parler d'assurance, de contre-offre, d'un dîner à décaler. Dans la bibliothèque de l'hôtel particulier, les portraits d'ancêtres me fixaient avec ce calme carnivore, des gens qui ne disparaissent jamais sans plan. Je suis monté dans sa suite. J'ai ouvert le coffre mural que seul son code et mon empreinte pouvaient trahir. Il était vide. Plus de dossiers, plus de clés USB, plus de carnet noir. Seule restait une enveloppe ivoire, mon prénom calligraphié, et une broche art déco qu'elle portait le jour où son père a été enterré sans larmes. J'ai déchiré l'enveloppe, 2 lignes écrites d'une main pressée, une adresse à Zurich, demain 7h13, viens seul. En bas de page, une tache d'eau salée, mer ou larmes, je n'ai pas su. Au même instant, mon téléphone vibra. Un numéro italien inconnu, un souffle, puis une voix de femme qui murmura « Elle a choisi de tomber ». La ligne coupa, et j'ai compris que la chute avait commencé bien avant le ciel. Je m'appelle Adrien Delmas, et on me paie pour que rien n'arrive. Officiellement, je gère des fondations, j'organise des galas, j'apaise des titres à la une. Officieusement, j'ai grandi dans l'ombre d'Eléa Montferrand, héritière d'un empire né du pétrole discret et des ports francs. Elle m'appelait son filet invisible. J'appelais sa solitude ma maison. La nuit où son jet s'est tu, j'ai compris que j'étais devenu son alibi préféré. Dans notre monde, les mots ne tombent jamais sur le sol. Ils sont capturés par des tapis épais, dissous dans des verres en cristal, revendus sous forme de promesses. Les villas à flanc de mer, les yachts dont les marins ne parlent qu'en chiffres, les salons feutrés où l'on questionne la morale comme un tableau trop sombre. Tout cela est décor, mais chaque rideau cache un couloir. J'ai appris à y marcher sans bruit, à lire les conversations dans l'inflexion d'un bien sûr. Et Léa m'a choisi parce que je ne demandais pas pourquoi. Je vérifiais des manifestes, je comptais des bijoux après les bals masqués, je classais des photos qu'on ne voit jamais 2 fois. Elle avait des amants qu'on ne nomme pas, un fiancé officiel qu'elle respectait comme un contrat et une tendresse étrange pour l'idée de disparaître. « Ne confonds pas silence et paix », disait-elle. Cette phrase, aujourd'hui, me tient la gorge. Je n'ai que ce que je sais, une bague oubliée, un coffre vidé avec méthode, 1 heure gravée à Zurich, une voix italienne qui parle de chute. Je n'ai que mes mains et l'entraînement qu'elle m'a donné, suivre la soie, compter les ombres, mesurer les cicatrices invisibles que la richesse laisse sur la peau. Si je raconte, ce n'est pas pour la venger, c'est pour la rejoindre dans le seul endroit qu'elle habitait vraiment. La vérité qu'on ne dit pas à table. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Les appartements privés d'Eléa à Genève n'étaient censés être qu'un pied-à-terre. Pourtant, en franchissant la porte ce soir-là, j'ai découvert un théâtre de confidences interdites. Les rideaux de velours vert étaient tirés, l'air parfumé au bois de santal. Sur la coiffeuse, des lettres ouvertes s'empilaient, signées d'un nom que je connaissais trop bien. Un diplomate marié, père de 3 enfants, dont le sourire paraissait toujours immaculé dans les journaux. Elle m'avait confié un soir. Les serments officiels sont des contrats, Adrien, mais les vraies promesses se cachent derrière des initiales, jamais dans des alliances. En lisant les mots fiévreux, griffonnés sur un papier à en-tête gouvernemental, j'ai senti mon estomac se serrer. Il y avait là la preuve d'un amour interdit et peut-être d'un chantage qui n'avait pas encore de visage.
Dans un tiroir dissimulé derrière un double fond, j'ai trouvé un carnet Moleskine noir. Les pages, couvertes de son écriture inclinée, énuméraient des rendez-vous nocturnes. Villa Carlotta 2h15, Hôtel de Paris, suite 709, Capri, chambre bleue. Je reconnaissais les lieux, je me souvenais des absences inventées, des excuses élégantes. Chaque ligne révélait une duplicité que je n'avais pas voulu voir. Les bijoux, eux aussi, parlaient. L'écrin vide de son collier en perles roses signifiait qu'il avait été offert ailleurs, pas vendu. La montre de son fiancé officiel dormait intacte, mais une paire de boutons de manchette en or blanc, que je savais appartenir à un autre homme, reposait comme un aveu muet. C'était un inventaire cruel de passions dérobées. En recoupant ces indices, j'ai compris que la disparition d'Eléa n'était pas qu'une fuite financière ou politique. Elle portait la marque d'un amour clandestin devenu dangereux. Les héritières peuvent disparaître pour des fortunes, mais elles se perdent pour des cœurs interdits. Et je me demandais si je n'avais pas été complice en gardant ces secrets par loyauté aveugle. Je repensais à une nuit à Saint-Moritz. Elle était entrée dans ma chambre, en robe de chambre de soie, les yeux rougis mais le sourire figé. Elle m'avait murmuré qu'elle n'appartenait ni à sa famille, ni à son fiancé, ni à son nom. « Je suis le mensonge qu'ils veulent acheter », disait-elle. Je n'avais pas compris alors qu'elle dessinait son propre testament. Plus je tournais les pages de son carnet, plus j'avais l'impression de descendre un escalier sans fin, chaque marche menant à un nouveau secret. Elle écrivait des phrases énigmatiques. Les miroirs de Venise savent. Le banquier de Lugano cache nos hivers. Si je disparais, demande aux vitraux de Florence. C'était une cartographie de confidence, une géographie de l'interdit. J'ai senti en moi se mêler deux émotions contraires, la trahison et la fascination. Elle ne m'avait jamais aimé comme j'avais rêvé qu'elle le fasse. Pourtant, elle m'avait confié ce rôle de témoin muet, comme si ma fidélité valait plus que ses serments. J'étais l'ombre qui gardait ses ombres, et maintenant je devais en payer le prix. Quand la police m'a interrogé, j'ai menti. J'ai dit que je n'avais rien trouvé, que je ne savais rien. Parce qu'avouer, c'était la condamner à un scandale posthume, à un procès de la mémoire. Et au fond, je n'étais pas sûr de vouloir partager ces fragments intimes avec d'autres. Les secrets d'Eléa me brûlaient, mais je les préférais à l'oubli. Ce soir-là, en quittant son appartement genevois, je suis passé devant un miroir ancien. Mon reflet avait l'air d'un intrus, les traits tirés, les yeux hantés. J'ai compris que sa disparition n'était pas une simple énigme, c'était une mise en scène. Et moi, je n'étais plus le gardien de son silence, j'étais devenu le personnage principal de son mystère. À Zurich, l'heure gravée par Eléa, 7h13, n'était pas un caprice, c'était une serrure délicate. Le café choisi donnait sur la rivière, fréquenté par des banquiers qui parlent à voix basse et des secrétaires qui ne notent jamais les noms. Je m'y suis assis avant l'aube, face à la vitre, laissant ma respiration dessiner de la buée comme on écrit un code. Un homme au costume anthracite s'est approché sans se présenter. Il a posé une pochette blanche, pas plus épaisse qu'une invitation. « Elle savait à qui vous la remettriez », a-t-il dit. Puis il a disparu, avalé par la routine des passants. Dans la pochette, 3 choses. Une carte d'accès à un club privé sur les quais, une photo argentique où l'on voyait Eléa au bras d'un homme dont le visage était mangé par la lumière, et un billet griffonné. Demande la salle des miroirs. Ne prononce pas mon nom. Le club, je le connaissais de réputation. On y croisait d'anciens ministres en exil temporaire et des héritiers qui ne signent jamais eux-mêmes leur virement. Le pouvoir aime les salles molletonnées où la lumière ne vieillit pas. Le portier m'a examiné comme on jauge un tableau dont on n'est pas sûr de l'authenticité. Puis, il m'a laissé passer. La salle des miroirs était tapissée de glace ancienne, encadrée de feuilles d'or. On s'y voyait multiplier et fragmenter. Parfait décor pour des conversations où l'on ne s'engage qu'à moitié. À la table du fond, une femme que j'avais déjà vue au bras d'un magnate des télécoms m'a fait signe. « Vous êtes l'ombre, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré, amusée. J'ai confirmé d'un geste.
Alors écoutez, elle a parlé comme on déroule un ruban lentement. Et Léa, m'a-t-elle dit, avait mis le pied où se rencontrent trois cercles. La finance grise, la politique qui change de veste et les familles dont l'arbre généalogique sert d'alibi. Elle possédait des documents, pas des copies, des originaux, qui liaient des contrats portuaires à des fondations caritatives et ces fondations à des achats d'œuvres dont la valeur variait selon la saison et l'intérêt. Les tableaux voyagent plus vite que les aveux, a-t-elle souri. J'ai senti la colère me chauffer la nuque. On faisait d'Eléa la choriste d'une opérette dont elle écrivait pourtant la musique. Je connaissais deux des noms qu'elle a cités. L'un, un banquier de Lugano qui collectionne les hivers, yachts à Saint-Barth, chalets à Gstad, contes où la neige ne fond jamais. L'autre, ce jeune ministre que j'avais vu à Monte-Carlo, tout en promesses et en cravate trop fine. Le premier aimait garder les secrets dans des coffres à la numérotation poétique. Le second aimait qu'on prouve l'amour en silence. « Votre héritière a cessé d'être utile », a-t-elle ajouté, le jour où elle a compris que l'utile tue l'aimable. J'ai serré la photo dans ma main jusqu'à froisser l'argentique. Je suis sorti pour appeler un contact à Berne, un de ces conseillers officieux qui ne sourit jamais aux caméras, mais que les caméras évitent par prudence. Il m'a confirmé que, la veille de la disparition, un dossier avait été déposé dans un cabinet d'avocats spécialisé en arbitrage privé. Si elle a enclenché la procédure, a-t-il dit, certains préféreront que l'avion se taise plutôt que les journaux. Sa phrase a claqué dans l'air froid. Il m'a demandé si j'étais prêt à devenir visible. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas fait pour la lumière. Je la transporte comme un colis. À midi, je suis revenu dans la salle des miroirs. Deux hommes y attendaient, dont les cheveux, la montre et les chaussures semblaient coordonnés par le même styliste. Ils m'ont proposé un accord, restituer la pochette, oublier la photo et, en échange, une résolution paisible. J'ai ri sans bruit. Vous confondez le calme avec l'amnésie, ai-je dit. Le plus grand s'est penché. Nous confondons la loyauté avec la survie. Son haleine sentait la menthe et les certitudes. J'ai compris que le cercle ne tolérait pas les anomalies, pas plus qu'un horloger ne tolère un grain de poussière dans le mouvement. Les soirées où j'accompagnais Eléa me revinrent comme un montage. Mains qui se serrent, regards qui promettent, baisers qui scellent des transferts. À Venise, un bal masqué où elle avait dansé avec un commissaire-priseur. Le lendemain, une fondation achetait un triptyque que personne ne verrait. À Paris, un dîner à huis clos avec un ancien chef d'État. Elle était ressortie pâle, mais ferme. « Le pouvoir n'est pas une langue », m'avait-elle chuchoté. « C'est un parfum. Il s'évapore si on l'ouvre trop. » Je me demande aujourd'hui si elle n'avait pas déjà flairé sa propre disparition. J'ai appelé le banquier de Lugano depuis une cabine, par nostalgie de l'époque où l'on croit qu'un combiné protège. Il a d'abord nié tout, puis a laissé tomber une phrase « Votre ami aimait les vitraux ». Florence, ai-je pensé, ses lettres, ses indices. Il a ajouté, presque tendre, certaines beautés tiennent debout parce qu'on accepte de ne pas voir les fissures. J'ai raccroché avec l'envie de briser du verre. Au même instant, un message anonyme est arrivé. Une adresse à Rome, un hôtel discret près d'une place trop photographiée. Le cercle resserrait sa main gantée. Le soir, j'ai rejoint la chambre 509 de l'hôtel romain. Elle sentait le citron et la poussière de velours, comme la loge d'un théâtre qui attend la diva. Sur le lit, une boîte fine m'attendait. À l'intérieur, sa broche art déco, la même que celle retrouvée le soir du coffre vide, et un feuillet où ne figuraient que des initiales reliées par des flèches. Au centre, un cercle tracé d'encre, l'assemblée. Je me suis assis, le cœur battant comme une porte. J'ai compris alors que le pouvoir n'était pas un sommet mais une rotonde. On y tourne jusqu'à perdre l'équilibre, et ceux qui tombent ne font pas de bruit. J'ai soufflé la lampe. Dans l'obscurité, j'ai juré que, cette fois, l'ombre ne s'inclinerait pas. J'ai présenté la photo d'Eléa à la police suisse. On m'a remercié avec politesse, puis escorté vers la sortie avec une rapidité suspecte. Dans leur regard, je lisais une consigne, ne pas ouvrir certaines portes.
Les disparitions de l'élite ne sont jamais des affaires criminelles, mais des ajustements de calendrier. J'ai senti une main invisible fermer un dossier avant même qu'il ne soit ouvert. À Genève, un inspecteur m'a tout de même glissé à voix basse qu'un pilote survivant avait été retrouvé au large de la Spezia. Il avait perdu connaissance, brûlé au soleil, mais il respirait encore. Son témoignage, m'a-t-il dit, avait été classé incohérent. J'ai insisté, j'ai supplié. Finalement, il m'a donné un numéro de chambre d'hôpital à condition que je n'y reste pas longtemps. Le pilote m'a fixé de ses yeux gris comme s'il voyait un fantôme. Ses lèvres craquelées ont murmuré un seul mot, « miroir ». Puis il a tourné la tête, refusant de dire davantage. J'ai compris qu'il était encore plus prisonnier vivant que s'il avait péri dans l'avion. Sa main tremblante serrait un chapelet de plastique, souvenir dérisoire face aux forces qu'il avait effleurées. Le soir même, on m'a suivi dans les rues de Zurich. Les pas derrière moi se synchronisaient aux miens, ralentissant quand je ralentissais, s'arrêtant quand je m'arrêtais. Dans une vitrine, j'ai distingué leurs reflets. 2 silhouettes, costumes sombres, oreillettes discrètes. Je savais ce que cela signifiait. Les cercles du pouvoir n'envoient pas de menaces écrites, ils envoient des présences. J'ai tenté de contacter une journaliste que je connaissais, une femme qui avait osé dénoncer les flux d'argent des paradis fiscaux. Elle m'a répondu d'une voix cassée, « Ne prononcez pas son nom ». Chaque appel est écouté. Puis, la ligne s'est coupée. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message. « Arrêtez de creuser, Adrien. Certains silences sauvent des vies. » J'ai senti ma gorge se nouer. C'était son écriture à elle. Eléa ou une imitation? Pour vérifier, je me suis rendu à Florence, suivant l'indice des vitraux. Dans une petite église dissimulée derrière un marché, j'ai trouvé un vitrail moderne représentant une femme en robe blanche, les yeux fermés, entourée de flammes bleues. En bas, gravé dans le verre, un mot en latin, « Oblivio ». Était-ce un message d'elle ou un piège destiné à me détourner? Je n'avais plus la certitude de rien. L'enquête officielle parlait d'une panne technique. Les journaux évoquaient la météo, les vents changeants, la fatigue des pilotes. Mais les témoins locaux racontaient autre chose. Un éclat lumineux, une déviation soudaine, un silence de radio trop net. Ces voix, pourtant, s'évaporaient au matin. L'argent, comme l'eau, lave tout ce qui dérange. J'ai rencontré un ancien garde du corps d'un magnate russe. Ses mains portaient encore les cicatrices de vieilles bagarres. Il m'a dit que la disparition d'Eléa ressemblait à un scénario qu'il connaissait, un vol interrompu pour récupérer des documents. Pas de crash, mais une extraction aérienne. On ne fait pas disparaître un avion, a-t-il dit. On le détourne vers un hangar qui ne figure pas sur les cartes. Cette hypothèse m'a hanté. Si elle était encore en vie, alors tout ce que je voyais, les broches, les lettres, les vitraux, n'étaient qu'une chasse au trésor pour me garder en mouvement. Mais si elle était morte, alors ces indices étaient des reliques laissées par des mains qui voulaient se moquer de ma fidélité. Dans les 2 cas, j'étais prisonnier d'une mécanique plus vaste que moi. La nuit suivante, en rentrant à mon hôtel, la serrure de ma chambre avait été changée. À l'intérieur, mes affaires étaient parfaitement pliées. Mon carnet posé au centre du lit avec une phrase tracée à l'encre rouge. « Arrête ou tu tomberas avec elle ». J'ai refermé la porte, le souffle court. J'ai compris que chaque pas que je faisais me rapprochait moins d'Eléa que du gouffre qu'elle avait creusé. J'ai suivi le dernier indice jusqu'à Rome, dans une villa isolée sur les hauteurs, autrefois propriété d'un cardinal oublié. Le portail en fer forgé s'est ouvert sans résistance, comme si l'on m'attendait. À l'intérieur, les couloirs exhalaient l'encens rance et la poussière des tapis persans. Dans la salle principale, une malle m'attendait, estampillée des initiales d'Eléa. Mon cœur battait si fort que j'ai cru entendre son écho sur les murs. J'ai ouvert la malle, des dossiers classés, reliés par des rubans noirs. À l'intérieur, des contrats signés par des hommes que j'avais vus rire au dîner de gala, des transferts dissimulés entre des fondations et des sociétés écrans. Les noms me coupaient le souffle. Ministre, prince, industriel, Eléa possédait la cartographie complète d'un empire de corruption. C'était plus qu'un héritage, c'était une bombe. Au milieu des papiers, une photo d'elle,
prise en secret. Elle regardait ailleurs, ses yeux fixant un horizon que je ne pouvais deviner. Derrière, griffonné à l'encre bleue, un mot. Adrien, choisi. Silence ou vérité. J'ai senti mes mains trembler. Elle savait que je trouverais tout cela. Elle avait écrit pour moi, et pour moi seul. Mais à peine avais-je compris que la clé reposait entre mes doigts, qu'une voix a résonné derrière moi. Deux hommes en noir, les mêmes qui m'avaient suivi à Zurich, se tenaient dans l'ombre. « Remettez-les », ont-ils dit. Leurs regards n'avaient rien de menaçant. Ils étaient froids, mécaniques, comme ceux d'horloger qui règlent une montre. J'ai serré les papiers contre moi, incapable de céder. Le plus grand s'est approché. « Vous voulez sauver son nom? Oubliez-la. Vous voulez mourir comme elle? Continuez. » J'ai fermé les yeux. Dans ma poitrine, j'entendais encore son rire, son parfum, cette phrase qu'elle répétait « Le silence est un luxe qu'on paie avec son âme. » Alors j'ai pris ma décision. Je ne serai plus son ombre, mais sa voix. J'ai quitté la villa en courant, les dossiers cachés sous ma veste. Dehors, la nuit tombait, lourde et collante. Chaque pas résonnait comme un glas. Je savais qu'à partir de cet instant, je n'étais plus protégé par l'anonymat. Le cercle du pouvoir m'avait vu, m'avait nommé, et je devenais une cible. Pourtant, un étrange soulagement me parcourait. Je portais enfin sa vérité. Je me suis réfugié dans un couvent abandonné près de Tivoli. À la lueur d'une bougie, j'ai relu chaque page, chaque chiffre, chaque signature. Les preuves étaient irréfutables, et Léa n'avait pas fui pour un amant ni pour une fortune. Elle avait choisi de disparaître pour protéger un secret qu'elle ne voulait pas livrer à ses bourreaux. Elle avait offert sa propre absence comme un écran. Au fond de la malle, j'ai trouvé une dernière enveloppe scellée de cire rouge. À l'intérieur, une lettre écrite à la hâte. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi à revenir. Pardonne-moi de t'avoir mêlé à ma chute, mais sache que je n'ai pas eu peur. Disparaître était la seule façon de les vaincre. Ne cherche pas mon corps, cherche ma trace. Tu es désormais mon héritage. » Ces mots m'ont brisé. Elle ne m'aimait pas comme j'aurais voulu, mais elle m'avait confié plus que son cœur. Elle m'avait confié son combat. Les larmes ont brouillé l'encre, et j'ai compris que je ne pourrais jamais la rejoindre autrement que par la vérité qu'elle me laissait. La disparition n'était pas une fin, mais un message codé. Quand l'aube a percé, j'ai brûlé une copie des documents pour qu'ils ne puissent jamais tous disparaître. Puis j'ai quitté le couvent, le sac plus lourd que mes épaules, mais mon pas plus ferme. Et Léa était partie, engloutie par les ombres du pouvoir. Moi, je restais, porteur de sa voix. Et je savais que, tôt ou tard, je devrais raconter, non pas pour elle seule, mais pour tous ceux qui avaient été effacés dans le luxe, la peur et le silence. Aujourd'hui encore, chaque fois que je traverse un aéroport, je cherche son reflet dans les vitres. Le silence d'Eléa résonne plus fort que les turbines, et je sais que sa disparition a laissé une fracture que ni le luxe ni le pouvoir ne pourront jamais combler. Je ne la pleure pas comme une amante perdue, mais comme une vérité sacrifiée. Je garde ses lettres, ses indices, ses ombres. Elle me rappelle que la justice n'est pas toujours dans les tribunaux, mais parfois dans la mémoire obstinée de ceux qui refusent d'oublier. On me demande souvent pourquoi je continue à raconter son histoire. Parce que se taire serait l'effacer une seconde fois, et je lui ai promis d'être sa voix, même tremblante. Peut-être que la vérité ne verra jamais le jour, étouffée par des noms plus puissants que ma volonté. Mais chaque récit que je livre, chaque détail que je partage, fissure un peu plus le mur du silence. Et si vous êtes encore là, c'est que son écho a survécu. Suivez-nous, car d'autres disparitions hantent les couloirs du luxe et du pouvoir. La prochaine histoire, elle aussi, vous obligera à choisir entre le doute et la peur.